Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour une deuxième vidéo d'analyse de ma copie d'Écrit 2. Après avoir fait l'intro, on s'attaque à la partie 1. Même remarque que pour l'introduction, je vais commenter ce que j'ai fait sans forcément relire ce que j'ai écrit, donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez prendre le temps de lire. Le plan de ma partie 1 se déroule en 3 temps. Une thèse, une antithèse et une synthèse. En thèse, je vais défendre que les efforts conscients tels que la verbalisation et l'explicitation sont très favorables à la construction d'une culture spécifique, à la motricité ou à la technique. Mais en antithèse, je vais être extrêmement critique vis-à-vis de cette thèse et défendre que les efforts conscients dirigés vers la motricité peuvent se révéler être néfastes dans une optique de performance et de développement de compétences. Enfin, en synthèse, j'explique qu'il s'agira de privilégier la recherche d'une culture spécifique à la tactique plutôt qu'une culture spécifique à la motricité, dans l'idée de permettre simultanément effort, performance, développement de compétences et d'une culture spécifique. Avant d'entamer ma première partie, j'utilise une phrase pour résumer ce que je vais dire, mais c'est très court car je viens de l'expliquer en introduction. J'explique donc que ma partie 1 va concerner l'accompagnement complexe entre les efforts conscients tels que la verbalisation et l'explicitation et les 3 autres concepts du sujet, qui sont performance, compétence et culture spécifique. Pour commencer cette première partie, grâce à une référence, j'explique que le concept de verbalisation et d'explicitation est un effort cognitif pour montrer que je suis bien dans le sujet. Puis, toujours grâce à Lev Vygotsky 1934, je lis cet effort à la culture en expliquant que quand on verbalise, quand on met des mots sur sa pensée, on favorise la construction de connaissances et donc la construction active de sa culture, puisque j'avais défini en introduction que les connaissances pouvaient aussi être constitutives de la culture. Enfin, je résume mon argument, toujours en réutilisant les mots du sujet. J'explique que l'effort cognitif de compréhension, qui peut être la cause ou la conséquence d'une verbalisation, peut favoriser l'acquisition d'une culture spécifique à l'EPS. Ici, je me suis trompé dans la référence, ce n'est pas Steve Magness 2014, mais Owen Anderson 2013. J'évoque, grâce à cette référence, des connaissances très précises sur le plan biomécanique. J'explique qu'en course à pied, au moment précis de l'impact au sol, l'idéal sur le plan biomécanique est d'avoir un angle de 90 degrés entre le sol et le tibia, et un angle proche de 180 degrés entre le fémur et le tibia. Sur ce deuxième point, c'est une deuxième erreur de ma part, cette affirmation est fausse, l'angle idéal entre le tibia et le fémur n'est pas de 180 degrés à l'impact, en réalité c'est même presque l'inverse. Anderson explique en fait que cet angle est plus petit pour ceux qui ont la meilleure technique. Puis, dans une illustration, je laisse entendre que cette culture spécifique à la motricité peut par exemple être transmise aux élèves via des vidéos explicatives qui permettraient d'expliciter ces connaissances afin de permettre aux élèves de pouvoir se les approprier et construire une culture spécifique à la motricité sportive. Je commence l'antithèse avec une question rhétorique, très critique vis-à-vis de la thèse. J'explique qu'on a vu que l'effort conscient peut s'accompagner du développement d'une culture spécifique à la technique, mais est-ce que cela permettra aussi le développement de compétences et la production de performances ? Cette question me permet de mettre en tension ma réflexion au sein même du développement. Et je réponds directement à cette question rhétorique en affirmant que je vais expliquer que ce n'est pas le cas. Grâce à Masters 1992, j'explique alors qu'il a été démontré que les connaissances explicites sur la motricité peuvent ralentir le développement de compétences et être néfastes aux performances. Ainsi, l'explicitation des connaissances techniques et d'une culture spécifique à la motricité peut être très dommageable au développement de compétences et aux performances. Je précise bien que l'étude de Masters s'est déroulée dans une tâche complexe de golf réalisée en situation de stress, ce qui est bien témoin de compétences et non pas de simple habileté motrice. Ici, je fais un retour au sujet pour être le plus clair possible et montrer que je ne perds pas le sujet de vue. J'ajoute alors une référence très récente avec Van Ginneken 2017 qui arrive aux mêmes conclusions que Masters 1992, ce qui a pour but d'être encore plus convaincant. En effet, en 2017, Van Ginneken a montré que le contrôle conscient de sa propre motricité peut être responsable du gel des degrés de liberté articulaire, ce qui est néfaste selon la théorie de l'apprentissage moteur de Bernstein. Ce contrôle conscient peut survenir quand les connaissances explicites sur la motricité s'impliquent consciemment dans l'action. Ici, je m'applique aussi à donner des explications aux phénomènes que je mets en avant afin d'être le plus clair possible. J'explique que c'est l'hypothèse de l'action contrainte de Wolff, McNevin et Shea qui est l'hypothèse théorique ayant pour but d'expliquer ce phénomène. Le contrôle conscient serait néfaste car il viendrait contrarier les mécanismes automatiques du contrôle moteur. À nouveau, je fais un retour au sujet en expliquant que dans le cadre d'une culture spécifique à la motricité, un accompagnement équilibré entre effort, performance, développement de compétences et d'une culture spécifique n'est pas possible. Et à la toute fin de mon antithèse, j'en déduis que l'illustration des vidéos explicatives que j'avais laissé entendre comme possible dans ma thèse n'est en fait pas souhaitable, car même si cela peut être bénéfique pour la culture spécifique à la motricité des élèves, cela serait néfaste à leur performance et au développement de compétences.
Pour commencer ma synthèse, j'explique que maintenant que nous avons démontré que l'acquisition d'une culture spécifique à la technique ne pouvait pas s'accompagner du développement de compétences et de production de performances, il convient d'expliquer les conditions précises qui vont pouvoir permettre un accompagnement équilibré. Ainsi, j'utilise l'article « Apprentissage moteur et verbalisation » de Didier Delinière pour défendre que la culture spécifique à la tactique peut, contrairement à la culture spécifique à la technique, accompagner le développement de compétences et les performances. Toutefois, j'aurais probablement dû reprendre précisément les études citées dans son article, c'est toujours plus convaincant. Ici, je fais simplement une reformulation et un retour au sujet. Comme avec l'étude de von Gineken dans mon antithèse, j'utilise une deuxième étude arrivant aux mêmes conclusions que Delinière 1991 avec Rabe 2003 pour appuyer mes propos et convaincre. En effet, l'étude de Rabe démontre que pour les tâches complexes, l'apprentissage décisionnel explicite est bénéfique. Ici, je propose une illustration issue d'une auteure, Florence Darnis 2006, ce qui est moins risqué et souvent plus convaincant qu'une illustration non référencée, mais cela peut aussi manquer d'originalité. Dans l'illustration, les élèves sont amenés à verbaliser, par écrit, leur stratégie dans le cadre d'une situation problème. Et comme je l'ai démontré en début de thèse avec Vygotsky, la verbalisation favorise l'acquisition de connaissances et donc dans ce cas d'une culture spécifique à la tactique. Ici, je fais simplement un retour au sujet, une reformulation de mon idée, comme j'ai l'habitude de le faire très régulièrement. Enfin, en conclusion de partie, je résume ce que j'ai montré dans cette partie. Pour permettre un développement optimal du développement des compétences et d'une culture spécifique par les efforts et les performances, l'enseignant doit privilégier la culture spécifique à la tactique plutôt que la culture spécifique à la technique, qui peut être néfaste aux performances et au développement de compétences. En conclusion générale de ma première partie, en point positif, on a les mots du sujet qui sont omniprésents, on a des explications claires, des retours au sujet et des reformulations très réguliers, une méthodologie assez originale, un argumentaire assez solide et très critique vis-à-vis du sujet, c'est-à-dire vis-à-vis de la possibilité d'un accompagnement simultané, et enfin des références qui sont, pour certaines, de très bonne qualité. Dans les points négatifs, on a certaines références qui sont de moins bonne qualité, on a également des petites erreurs dans les références, quand j'ai cité Magnès au lieu de Anderson, et j'ai aussi fait une grosse erreur dans ce que dit une référence, quand j'ai parlé de l'angle entre le tibia et le fémur en course à pied. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.